Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 58, soit le 15e chapitre d'Eddard, et oui, déjà le 15e. On approche de la fin du roman. Parle plus fort. D'accord, je dois parler plus fort, me dit Guillaume. Et donc, excusez-moi si le son n'était pas trop au top pour cette introduction. Et donc, comme vous le savez, je suis toujours avec Guillaume. Toujours là, pour taper sur les doigts d'Ilan quand il parle pas assez fort. Donc, est-ce que Guillaume, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de ce chapitre ? Ouais, bien sûr. Donc, dans ce chapitre, on va retrouver Ned capturé et enfermé dans les cachots du Donjon Rouge. Plongé dans le noir complet, il se met à rêver du tournoi de Harrenhal. Il va être perturbé par la visite de Varys qui est méconnaissable et déguisé en geôlier, et Varys nie toute implication dans la mort de Robert et accuse Ned d'avoir signé l'arrêt de mort de son ami en faisant preuve de compassion envers Cersei. Il recommande à Ned d'avouer ses crimes, de reconnaître Joffrey comme héritier légitime et de demander à Robb de rendre les armes. Il pourra, comme ça, peut-être être envoyé au mur, et surtout sauver la vie de sa fille Sansa. D'accord. Donc, le chapitre débute par une vision de l'ancienne main du roi Eddard Stark dans son cachot. Le cachot paraît assez insalubre, et, en plus, ne possède pas de source de lumière, si bien que Ned fut plongé dans le noir total durant toute sa captivité. Ce cachot se trouvait sous le Donjon Rouge, donjon qui avait commencé à être bâti sous Aegon le Conquérant, mais finalement achevé sous le règne de Maegor le Cruel. On rappellera pas l'histoire, je crois on en a déjà parlé genre 2 fois. Donc, il a fait mettre à mort tous les ouvriers du château afin que les secrets du Donjon Rouge restent entre les mains des Targaryens. Ned, en se morfondant dans ce cachot, maudit tous ses ennemis, mais celui qui le maudissait le plus était lui-même. Quand on s'amuse au jeu des trônes, disait Cersei, on gagne ou on meurt. En même temps, oui, c'est un peu, on va en parler un peu plus tard dans le chapitre, lorsque Varys va l'évoquer, mais c'est vrai que Ned a sa part de responsabilité dans le fait qu'il soit enfermé. T'es d'accord, Guillaume ? Bah oui, il a joué au con, franchement, il a fait des choix techniques absolument, des choix techniques absolument discutables. Avouer, aller voir Cersei, s'en remettre à Littlefinger, Bon, on va dire tout ça un peu plus tard. Ned ne faisait que dormir, sa jambe étant toujours souffrante et n'ayant aucune notion du jour et de la nuit dans ce donjon enfermé. Il se réveillait, somnolait, puis se rendormait, ainsi que le sans fond. Pour passer le temps, il pense à ses enfants, sa femme, Winterfell, mais aussi au dehors, et à comment la situation pourrait se résoudre. Sûr que les frères de Robert massaient des armées afin de reconquérir le trône, sûr que les terres du Nord se rebelleraient, que Aline et Arwyn, partis sous les ordres de Beric Dondarrion, reviendraient à Port-Réal avec des secours. Donc du coup, on apprend que Arwyn est parti avec la troupe menée par Beric Dondarrion, et on se rappelle que son père Ulen est mort. C'est un des hommes qu'a trouvé Arya dans les écuries lors de sa fuite baignant dans son bain de sang. C'est pas lui qui avait dit 10 hommes du Nord valent... un homme du Nord vaut 10... Non, je crois que c'est Desmond. C'est Desmond qui a dit ça ? Je pense que c'est Desmond. Parce que dans la série, c'est Jory Cassel qui dit ça, mais je suis pratiquement sûr que c'est Desmond qui le dit dans les livres. Donc du coup, bon, oui. Ned, forcément, il a de l'espoir, parce qu'il doit se dire que, même s'il est enfermé... la situation, elle doit pas être au beau fixe. On a dû apprendre qu'il a été, en tout cas, soit été tué, soit été capturé. Donc forcément que oui, ça doit faire pas mal de temps que les armées du Nord, elles resteraient pas oisives à voir leur maître être enfermé sous le Donjon Rouge. En plus, c'est la honte. Donc, c'est la honte, dans quel sens? Genre, en mode, quand t'as ton seigneur et que tu peux rien faire, qui est capturé, tu peux rien faire. Ouais. Mais je pense on voit qu'il se raccroche quand même à ça, tu vois, à se dire que ces hommes vont venir le secourir, et que même si c'est pas ces hommes, oui, t'as les frères de Robert, qui doivent se dire que, Cersei a pris la couronne illégitimement, et parce qu'on sait que Stannis doit être au courant que les enfants de Robert n'étaient pas ses enfants, du coup. Mais y a pas que ça, c'est que,
Enfin, même le testament de Robert, par exemple, il a été lu devant quasiment tout le monde. Barristan Selmy était là. Et Barristan Selmy, on sait qu'il court dans la nature, tu vois. Ouais. Et Renly, Ouais. bon, on sait qu'il était contre la prise au pouvoir de Cersei, quoi. Donc ouais. Donc oui, il se raccroche à ça, Ned, pour se dire que voilà, forcément il va se passer quelque chose. On va essayer de le secourir. Seuls les allées et venues du geôlier, lui apportant de l'eau, le tiraient de cette monotonie. Mais jamais de nourriture, si bien que Ned en fut tenu à se demander si Cersei n'essayait pas de le faire mourir de faim. Ned essayait de se rassurer que Cersei ne pouvait pas le tuer, car sa femme Catelyn retenait encore Tyrion Lannister en otage. Donc bon, Ned, il est pas au courant que Tyrion Lannister s'est enfui, ce qui est assez dommage, que bon, ça c'est... bon, après il garde cet espoir, hein, c'est bien pour lui, parce que c'est quelque chose de positif dans sa vie qui paraît bien négatif, mais bon, du coup ça c'est un espoir qui est bienveillant. Mais en tout cas, bon, c'était pas tellement pour ça que Cersei n'essaierait pas de le tuer. Ouais, clairement. Si c'était Jaime, ok. Si c'était Tyrion, je pense que tant mieux. S'il se fait exécuter, tant mieux. Pourtant, Ned rêvait encore, dont un rêve en particulier. Il avait 18 ans l'année du printemps perfide. Alors, juste pour nos éditeurs, c'est écrit printemps perfide dans le texte, mais plus tard, je crois, ou en tout cas, et en tout cas la référence qu'il cite de la garde de nuit s'y réfère comme l'année du printemps trompeur. Moi aussi, j'ai toujours dit l'année du printemps trompeur. Et je sais pas pourquoi là c'est dit l'année du printemps perfide, mais peut-être que c'est bon une ancienne traduction ou quelque chose qui va être corrigé entre guillemets plus tard, parce que c'est pas tellement une correction, mais en tout cas c'est l'année du printemps trompeur, quoi. Donc rien que attends, là on sait qu'il avait 18 ans, donc c'était il y a combien de temps? Il a combien? Bah, on sait que Ned il a 34, 35 ans, on sait qu'on est en l'an 298, 299. Donc c'était il y a donc tu fais 14 moins 18, ça fait combien? 16. Donc ça doit être en 281, 282. D'accord. Et combien de temps par rapport à la rébellion, du coup? Oh, c'est juste après la rébellion, hein, parce que la rébellion c'était il y a 15 ans. Tu vois, ça doit être 2-3 années après la rébellion. Ouais, donc c'est vraiment on peut se dire que c'est juste avant la rébellion en fait. Oui, ça doit être ce tournoi de Harrenhal, donc juste ouais, avant. je crois que c'est 1 à 3 années avant, quelque chose comme ça. Là, j'ai pas les dates exactes en tête, mais c'est 1 à 3 années avant. Ok. Et donc cette année-là, l'année du printemps trompeur, fut tenu un tournoi à Harrenhal. Brandon Stark, son frère aîné, y était, tout comme Robert, accomplissant des exploits lors de la mêlée. Jaime Lannister s'y tenait aussi, et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il jura fidélité à Aerys le Fou pour entrer dans la garde royale. Rhaegar Targaryen était aussi présent, et il y arborait sa fameuse armure, la même armure qu'il portait le jour de sa mort, une armure noire où il scintillait un dragon tricéphale en rubis. Il s'illustra d'ailleurs lors des joutes qu'il remporta. Au moment de sa victoire, tous les sourires s'étaient tus, car Rhaegar Targaryen, le vainqueur, la couronne de beauté à la main, qu'il devait remettre suite à sa victoire, dépassa sa femme, Elia Martell, et déposa la couronne sur Lyanna Stark. Une couronne de rose d'hiver d'un bleu pâle. Et, sur cette vision, Ned entend encore Lyanna chuchoter « Promets-moi, Ned », sur son lit sanglant. Et d'après le chapitre, et donc Ned, Lyanna était sur ce lit sanglant pour, je cite, avoir aimé le parfum des roses d'hiver. Donc plusieurs choses à dire par rapport à ça. Oui, il y a 18 ans se tenait voilà, le tournoi de Harrenhal lors de l'année du printemps trompeur. Ça c'est acté. Donc on voit qu'il y a plusieurs grands événements durant ce tournoi. Donc l'entrée de Jaime dans la garde royale, l'entrée du régicide. Donc forcément c'est là où il a juré fidélité, il a fait ses vœux qu'il allait trahir peu de temps après. Et de quelle façon de les trahir? On voit qu'il y a eu qu'il y a eu cette joute au Rhaegar Targaryen et événement important, donc je viens de le dire, hein, mais donc Rhaegar qui n'a pas déposé la couronne de fleurs qu'il normalement devait déposer à sa femme, forcément, hein, c'est elle la reine de beauté de Rhaegar, et qui la déposa sur le giron de Lyanna Stark. Alors plusieurs choses. Bon, avant que tu veux commencer, Guillaume, pour dire est-ce que tu penses déjà enfin
ça vient pas, je dirais pas confirmer, mais ça vient quand même appuyer la théorie comme quoi Lyanna et Rhaegar, c'était pas a priori pas une histoire de kidnapping et de viol, quoi. Quand on dit Lyanna était sur ce lit sanglant pour avoir aimé le parfum des roses d'hiver, c'est une façon détournée de dire que pour avoir aimé Rhaegar quelque part. Enfin, ouais, bien sûr, oui. Et là, ça confirme que bon, d'après le chapitre, on voit que Rhaegar avait une certaine attirance pour Lyanna. Enfin, on sait pas trop pour, tu vois, bon, s'il a déposé la couronne de rose d'hiver, c'est qu'il avait, voilà, quoi, il l'aimait bien, il avait une certaine attirance, on sait pas trop. Oui, genre il avait aucune raison à part. Voilà. Et que Lyanna, qu'on ait dit pour avoir aimé le parfum des roses d'hiver, c'est qu'il y avait une certaine réciprocité alors. Mais du coup, oui, ça appuie. Ouais. Et ça, comment dire, ça étirerait un peu la théorie, disons que, enfin, c'est pas une théorie, le fait que Rhaegar les violait. Quoique c'est possible aussi, hein. Mais on sait que Lyanna, en tout cas par Ned, on sait que Lyanna ressentait une certaine attirance pour Rhaegar. Donc on s'est déjà dit que justement le fait que toute cette histoire autour de la Tour de la Joie, on s'était dit avec Guillaume, et voilà, que ça pourrait être le fait que Lyanna et Rhaegar, en fait le lit sanglant, ça représenterait en fait Lyanna en couche, et que en fait c'est justement Lyanna serait la mère de Jon, et qu'elle aurait, enfin, en fait que voilà, qu'elle aurait accouché, que le lit sanglant ça représente son enfant, son accouchement, et que du coup la promesse que Ned a fait à Lyanna, ce serait de protéger Jon, peut-être quelque chose comme ça. Mais du coup aussi, on note aussi le terme tous les sourires s'étaient tus. Je crois que c'est ça qui est dit. Hein. Ouais. Donc je pense que ça a pas dû plaire à beaucoup de monde cet acte, parce que si on regarde bien, la femme de Rhaegar, Elia Martell, était présente. Donc forcément. C'est un peu humiliant déjà. Oui, je pense que ça doit être humiliant. Je pense que si il y avait des gens de Dorne qui étaient présents à ce tournoi, ça n'a pas dû leur plaire non plus. Vu qu'on sait que Elia, c'est quand même la petite sœur du prince actuel de Dorne, hein, Doran Martell. Donc bon, les gens de Dorne, on sait que les gens de Dorne, et je crois que c'est encore dit dans ce chapitre, ils ruminent encore la mort d'Elia Martell, mais du coup, s'ils ruminent encore, c'est-à-dire que Elia Martell, il tenait à elle. Et donc cette humiliation n'a pas dû leur plaire. Ouais, bah, genre Doran, genre comment ça, il donne la couronne pas à ma sœur, genre ma sœur c'est ta pute ou c'est ça. Et je crois que ça se trouve à ce moment-là, c'était même déjà la mère de ses enfants. Hein. Vu que bon, on sait qu'ils avaient 2 enfants lors de la prise de Port-Réal, on l'a dit 1 à 3 ans plus tard, donc Aegon et Rhaenys. Rhaenys et Aegon, ouais. Donc peut-être certains lui advenaient, donc c'est-à-dire qu'il dépasse pas juste sa femme, il dépasse aussi la mère de ses enfants. Ça a pas dû plaire aussi à, et en fait c'est quelque chose qui a pas dû plaire aussi à Ned par exemple, parce que c'est un homme marié, Rhaegar, et il a pas du tout à courtiser une femme, enfin Lyanna à cette époque-là n'était pas mariée quoi. Ouais. Donc il a pas du tout à la courtiser, parce que c'est insultant en fait, c'est-à-dire que je la prends comme je veux, et puis même si je suis marié, voilà quoi, c'est un peu comme si je la prenais comme ma maîtresse. Donc ça a pas dû plaire au Stark, ça a pas dû plaire à Robert. Mais ça a plu à Lyanna. Ouais. Ça a dû plaire à Lyanna, vu qu'on sait qu'elle a aimé ce parfum. Donc Robert, pareil, il a dû... Bon, Robert, il a pas dû kiffer du tout. Ouais. Et ouais, après, on sait pas trop comment les autres ont réagi, mais déjà, les Stark, les Martell et Robert, ça a pas dû leur plaire. Mais quand on dit tous les soirs c'était tu, c'est-à-dire que il y a même une stupéfaction dans l'assemblée, sûrement. Oui, je pense que c'est surtout le silence du what the fuck, tu vois. En mode what. Ouais. Et est-ce que ça nous en dit un peu plus ou pas sur la personnalité de Rhaegar dans un sens ou en tout cas, il s'en bat les couilles dans ce qu'on pense de lui, hein, visiblement. Voilà. Donc est-ce que ça veut dire est-ce que c'était un parce que quand Ned pense à Rhaegar, on l'a dit dans ce chapitre, à un moment Ned il s'était demandé si Rhaegar allait dans des bordels, et il s'est dit que non. C'était pas le genre de type à aller dans des bordels. Mais il a quand même effectué ce geste, et oui, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, mais pour moi ça a aucun rapport, tu vois. Enfin. Non, bah ça veut dire que est-ce que Rhaegar serait un coureur de jupons, est-ce qu'il aurait l'habitude de faire ça? Moi, c'est pas une question de coureur de jupons, c'est qu'il devait ressentir quelque chose de vraiment particulier pour Lyanna, tu vois, et pas autre chose, je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Mais un truc aussi fort au point d'insulter sa femme en public, c'est fort quand même. Hein. Ouais. Parce que c'est vraiment une insulte, ça a été une vraie insulte publique. Hein.
Mais ce qui est marrant, c'est que moi j'imagine le Robert actuel capable de faire ça, tu vois, dépasser Cersei et mettre à une meuf, voilà. et poser sa fleur à une meuf bonne. Donc, C'est pour ça qu'en fait, je te demande la question, est-ce que Rhaegar sera un coureur de jupons? Mais Ned, dans un sens, en disant que Rhaegar n'était pas le genre d'aller dans les bordels, nous dit que non. Ouais. Non, c'est... Moi, j'y verrais plus quelque chose de beaucoup plus sincère que ça, tu vois, de poser ces fleurs-là, pas juste pour faire t'es belle, tu me plais, tu vois. Ouais. Donc du coup, peut-être que le mariage entre Rhaegar et Elia serait pas au fixe. Peut-être qu'il aurait... Ça, on peut pas aller loin. Peut-être qu'il aurait été arrangé. Peut-être qu'ils s'aimaient pas, les deux ne s'aimaient pas. C'est possible. Qu'il avait envie de divorcer ou n'importe quoi. Peut-être que peut-être que Rhaegar et effectivement, peut-être que Rhaegar et Elia c'était politique. Et on sait que Aerys, donc le père de Rhaegar, et le roi fou au moment où on parle, enfin au moment de cet événement, était présent. Donc c'était peut-être aussi un signe à son père. Ouais, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, genre en mode mariage politique un peu forcé par son père et fait tiens papa dans ta gueule. Tu vois. Mais du coup bon, mais par ce geste et quand on connaît la suite, bon ce geste il a eu beaucoup d'importance quoi parce qu'il va y avoir beaucoup de dommages collatéraux après ça. Hein. Bah il faut voir encore. Il nous manque des éléments pour comprendre vraiment comment ça c'est parti quoi. Ouais. Mais voilà, du coup pour l'instant on sait que on sait que voilà, l'année du printemps trompeur, le tournoi de Harrenhal, ça peut être un peu le point de départ de tous les événements qui ont découlé après entre Robert, Rhaegar et Lyanna quoi. Ouais. Et mais après le point de départ, on sait pas trop comment justement Rhaegar et Lyanna ils sont rencontrés parce que on suppose que Rhaegar il a pas juste déposé la couronne de fleurs parce qu'il a trouvé bonne dans l'assemblée. Là ça serait voilà. Donc sûrement il y a dû y avoir quelque chose entre les deux avant ce tournoi. Petite soirée zouk de rencontre et tout. Ce qui est assez d'ailleurs bizarre, hein, parce que quand on y pense, je veux dire la capitale, c'est loin de Winterfell. Hein. Oui, bah, franchement, je sais pas où est-ce qu'ils se seraient rencontrés. Ouais. Parce que il y avait pas Tinder, il y avait pas... Et en plus c'est pas parce que généralement c'était les hommes qui se déplaçaient, hein. Parce que tu peux devenir par exemple en tant qu'homme tu peux devenir pupille chez une autre maison etc. Mais les filles devaient rester chez elles jusqu'au mariage avant d'aller construire le foyer chez une autre personne quoi. Ouais, c'est vrai que la circonstance de rencontre. Donc Lyanna normalement elle aurait pas pu se déplacer comme ça de Winterfell jusqu'à Port-Réal. Hein. Donc ouais, c'est vrai que leur histoire, enfin, du coup, ils seraient rencontrés avant, mais par contre, où? Comment? Ça, c'est, ouais, ça, pour l'instant, on ne sait pas plus que ça. Ned entendit encore du bruit venant de l'extérieur de la cellule, et fut surpris quand ce ne fut pas le geôlier qui se trouva devant lui, mais Varys. Même s'il met du temps à le reconnaître, sûrement, Varys était encore déguisé. Donc voilà, Varys il a le don de se déguiser, on le savait déjà. Je pense que dans la série ils l'ont pas fait parce que ça aurait, non, je pense que ça aurait donné un aspect bizarre genre. C'est genre en mode on aurait eu, je pense que ça aurait donné une qualité de. À moins qu'ils mettent la dose de maquillage et d'effets spéciaux, tu vois. Mais sinon ça va ressembler à un costume King jouet, tu vois. C'est ça, ouais. Bah après bon, tu sais quand il est déguisé, il apparaît toujours un peu dans l'ombre, tu vois. C'est-à-dire que quand Arya l'a vu quand il était avec Illyrio Mopatis dans les cachots là, tu sais c'était un peu à la lumière des torches, loin derrière une grille, etc. Et là Ned c'est pareil, tu vois, c'est dans un cachot sombre, il y a pas de source de lumière, donc tu vois c'est un peu toujours difficile de le reconnaître par-ci par-là quoi. Ouais. Varys met d'abord au courant Ned de la situation de ses filles, donc qu'Arya s'est enfuie et que Sansa est toujours promise à Joffrey, et bien sûr surveillée de près par Cersei. De plus, Ned est informé que Tyrion n'est plus sous la coupe de Catelyn, et que même si elle le tenait encore, ce n'était pas le bon frère pour mettre la pression à Cersei. Donc oui, on sait que bon, la relation n'est pas au beau fixe entre Cersei et Tyrion, que c'est un peu... alors Tyrion nous dit que justement dans la famille Lannister, Jaime c'est le seul pour qui il éprouve une certaine affection et qui éprouve une affection pour Tyrion, mais que par exemple entre Tyrion et Cersei, et on l'a vu dans les chapitres précédents entre Tyrion et son père Tywin, voilà quoi, c'était pas ça. Yeah. Ned se rembrunit, malgré toutes les informations que Varys lui donnait, il n'avait pas bougé un petit doigt lors de sa capture. Varys confirme, et on va même à dire que il referait exactement la même chose si la situation se reproduisait. On apprend que lorsqu'il était jeune, Varys faisait partie d'une troupe de comédiens et que justement, pour lui, chacun avait un rôle à suivre.
En tant que l'araignée, le maître des chuchoteurs, lui, se doit d'être un lâche. Mais ce que veut réellement Varys, d'après lui, c'est la paix. Et justement, durant les 15 dernières années, il a voulu garder Robert en vie, en tout cas contre ses ennemis. Mais il n'a rien pu faire contre la bêtise de son meilleur ami d'informer Cersei qu'il savait la vérité à propos des enfants de Robert. Enfin, ses enfants. Donc, bon, alors on n'apprend pas plus sur Varys. Hein. On sait que Varys vient des cités libres. On sait pas trop de laquelle. Ouais. Bon, il a sûrement dû choper quelques skills dans une troupe de comédiens. Ouais, pour se déguiser, hein. Ou voilà, ses talents d'acteur. Ouais. Bon, ça vient de là sûrement. Et donc oui, on a dit qu'on n'en parlerait pas tant, mais c'est maintenant, oui. Donc il a rien pu faire contre la bêtise de Ned. Et quelle bêtise de Ned, hein. Quelle bêtise. Parce que là, Ned, il doit se rendre compte que merde, j'ai fait une énorme connerie, quoi. Si j'avais jamais rien dit à Cersei... Ouais. Bah là, franchement, je sais même pas quoi rajouter. Honnêtement, on va pas refaire l'histoire. Quoique, après, on peut se dire, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais même si Ned avait rien dit à Cersei, il y a quand même Sansa qui allait filer droit vers Cersei pour lui révéler que Ned prévoyait de faire partir ses filles, quoi. Ouais. Mais après, bon... peut-être ça lui aurait peut-être pas mis la puce à l'oreille au point de genre en mode il connaît tout, il va nous niquer la gueule, tu vois. Non, mais on sait que si Robert mourait, eh ben, il aurait fallu que Cersei ait la fidélité de Ned, tu vois. Et ses enfants, ça aurait été un bon atout de les garder à Port-Réal. Ouais. Enfin bref, dans tous les cas, il était baisé. Hein. Mais lui, là, il s'est encore plus baisé lui-même, quoi. Bah, je pense qu'il serait pas dans le cachot, clairement. Ouais. On apprend par ailleurs, par Varys, que Cersei n'a pas cherché volontairement la mort de Robert. Certes, elle a donné le vin à Lancel, l'écuyer de Robert lors de la sortie en forêt, mais c'était dans l'espoir qu'étant sous, il lui arrive quelque chose. Mais elle n'a pas commandité son meurtre. C'est Robert lui-même qui s'est tué en fin de compte. Pas de poison, du coup? Bah non, pas de poison. Non. En fait, ce qu'elle nous dit, ce qu'on comprend dans le chapitre, c'est que en gros, elle a donné elle a donné à Lancel pour qu'il fasse boire à Robert le meilleur vin, son vin préféré. Mais du coup, c'était un peu genre dans l'espoir qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Mais elle a pas cherché volontairement, elle a pas dit oui, à cet endroit-là, tu vas lui tendre un piège pour qu'il meure. Bon, en tout cas, ça arrange le problème du... Ça corrige un problème et ça en crée un autre. Ça corrige le problème du où elle a eu le temps de faire parvenir à Lancel l'ordre de... Ouais, mais en fait, c'est-à-dire que c'est pour Cersei, c'est de l'eau bénie, quoi. Ouais. Genre... Voilà. Genre, bon, au moins, on sait qu'il n'y a pas eu de problème d'ordre. Enfin, il n'y a pas eu de problème, genre, en mode, elle a dû aller les rejoindre ou je sais pas quoi. Mais, bah, ça fait quand même... C'est une sacrée coïncidence. Mais ça fait une sacrée coïncidence. Mais bon, si c'est une coïncidence, c'est une coïncidence. Voilà. Mais sûrement que genre, en mode, elle faisait ça à chaque excursion de Robert. Hein. Ouais, c'est possible. Genre, je pense que c'est un truc et tout, genre, en mode, je pense que Cersei, elle est dans le mode, oui, si Robert pouvait mourir, ça m'arrangerait. Donc, j'essaye par-ci, par-là, des petits trucs pour, voilà. Mais je pense pas qu'elle ait cherché volontairement à le tuer, tu vois. Elle a pas commandité son meurtre, type, elle a filé une bague à un assassin, elle lui a dit, tu Robert dans son sommeil. Non, c'est vraiment, elle essayait vraiment. Oui, c'est très possible que, en fait, à chaque partie de chasse, elle essaye de le faire boire à mort, quoi. Varys apprend alors à Ned que demain, la reine Cersei viendra le voir. Certes, elle le craint, mais elle a aussi, en ce moment, beaucoup d'autres ennemis. Les seigneurs riverains du Conflent, les Aériers avec Lysa Arryn à leur tête, l'armée de son fils Robb qui traverse actuellement le Neck, mais aussi les Martels qui, selon Varys, ruminent toujours le meurtre d'Elia Martell et de ses enfants. Mais les véritables ennemis de Cersei sont surtout les frères du roi, Stannis et Renly Baratheon. Donc c'est vrai qu'avec cette liste, on s'en rend pas tellement compte, mais avec la liste à se présenter, c'est vrai que Cersei, elle a énormément d'ennemis. Non, vrai de vrai, parce que le Conflent et les Stark, ils sont alliés. Donc, bon, là, ils sont en guerre, on sait à peu près ce qui se passe, mais voilà, c'est des ennemis bien en place qui sont avec une armée, qui sont partis en guerre, donc voilà, c'est des ennemis concrets. Stannis et Renly Baratheon, ils sont pas non plus à négliger, parce que on sait pas trop ce qu'ils préparent. On sait que Renly doit sûrement être avec les Tyrell. Oui. Stanis, il a le père dragon, il masse une armée, on le sait bien. Lysa Arryn avec les Aériers, certes, pour l'instant, Lysa Arryn ne va pas bouger, mais... Elle va pas bouger, mais elle va pas aider les Lannister, ça c'est sûr. Et elle a quand même les Aériers derrière elle, donc c'est pas une mince affaire.
Donc c'est vrai que bon, Ned pour l'instant, et comme en fait Ned, oui, ok, c'est un otage important, mais le problème c'est que en fait oui, c'est un otage important, sauf que par derrière, c'est que le fait que Robb soit venu avec l'armée en fait de son père. Donc en vérité, elle est un peu dans une position problématique. En fait, si on compte bien, elle a même pas une grande maison avec elle, quoi. Ah oui, elle a la Lannister, c'est déjà beau. Oui, non, je crois pas. Et oui, t'as raison, elle est toute seule. Les Lannister sont seuls pour l'instant. Et donc du coup, on apprend que les Martell rumineraient toujours le meurtre d'Elia Martell et de ses enfants. Donc du coup, bon, on l'a déjà dit dans le chapitre 1, Elia Martell, c'était la femme de Rhaegar, ils avaient On deux sait enfants. pas s'ils vont rentrer en piste, mais ouais. En tout cas, avec qui surtout, parce que bon, ça serait tout seul, mais pourquoi il rentrerait en selle tout seul, tu vois. Donc on le rappelle, hein, on sait que c'est Grigor Clegane qui aurait violé Elia Martell, qui aurait écrasé la tête des enfants contre le mur. Alors dans Dagon. Juste Dagon. Contre un mur, et que c'est enfin Rhaenys, on sait pas comment elle a été tuée, mais on sait juste que Aegon sa tête a été fracassée contre un mur, et que justement c'est Tywin qui aurait présenté le cadavre des enfants à Robert, quoi. Donc oui, ce serait pour ça que les Martell on voudrait au Lannister. Mais bon, après c'est un peu compliqué parce que Varys il nous dit ça, sauf que bon, les Martell, ça fait quand même 15 ans que Elia et ses enfants sont morts, et ils ont toujours pas bougé ils ont pas bougé leur petits doigts, quoi. Donc pourquoi ils bougeraient maintenant? Parce que qu'ils sentiraient que les Lannister seraient en position de faiblesse. Je pense qu'ils ont peut-être pas voulu s'opposer à Robert, quoi. Mais... Dans quel sens? Bah genre, ils ont pas voulu rentrer en guerre contre Robert, parce que pour se venger du meurtre d'Elia Martell. Ah, et du coup, vu que les Lannister maintenant seraient seuls, ça serait... En fait, comme leur vengeance serait juste portée sur les Lannister, ce serait maintenant qu'ils agiraient. Et ils voudraient pas agir contre les Baratheons parce qu'ils ont rien à faire dans l'histoire. Pour l'instant, en tout cas, on sait même pas s'ils veulent rentrer en guerre. On sait juste que, voilà... Ils ruminent, ouais. Ils ruminent. Après, on sait pas ce que ça veut dire exactement, ruminer, voilà, tu vois. C'est vrai. Varys conseille alors à Ned de mettre sa fierté de côté, réfléchir et jurer fidélité à Cersei ainsi que de la servir. Qu'il jure de garder le secret de ses enfants et de déclarer Stannis et Renly comme des usurpateurs. Ainsi, elle lui permettrait sûrement de prendre le noir et d'aller rejoindre son fils Jon à la garde de nuit. Cette idée révulse Ned au plus haut point. Cersei n'avait pas seulement fait du mal au royaume en conspirant à la mort du roi Robert, elle avait aussi tué ses hommes et surtout estropié son fils Bran. Mais c'était la chose la plus intelligente à faire pour Varys, et si Ned en doute, qu'il se rappelle bien que sa fille Sansa est prisonnière de Cersei et du Donjon Rouge. Donc là on retrouve Ned, l'homme d'honneur qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est pas, enfin voilà quoi, même s'il est enfermé dans un cachot, même si ça fait 3 jours je sais pas, je dis 3 jours c'est de la merde, hein, mais même ça fait quelques jours qu'il mange pas, qu'il a que de l'eau, qu'il est enfermé, etc., il est pas du tout prêt à pardonner à Cersei, encore moins à lui jurer fidélité. Il est prêt à mourir, hein, largement. Ouais. Ça, en fait on se dit que si c'était que pour lui, franchement il dirait, mais moi je suis un homme de fierté, tuez-moi, voilà. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand, voilà, c'est si on peut pas t'entendre on va t'atteindre par tes proches. Et forcément, sa fille, comment tu peux, dans une situation comme ça, t'es dans une situation, c'est un choix cornélien, ça. Qu'est-ce que tu choisis? Tu es, ok, non mais il y a des gens qui aiment plus les autres que eux-mêmes. Oui. Et je pense que c'est un peu le cas de Ned. Ouais. Putain, en plus, Varys, il utilise l'exemple de Rhaenys pour dire, tu te souviens du sort de Rhaenys, ça serait bête qu'il arrive la même chose à Sansa. Ouais. Et il parle de son chat qu'elle avait nommé Balerion. Ouais. Bah, son chat noir, ouais, qui s'appelle Balerion. Ouais, moi, je me suis dit, si ça se trouve, c'est le vieux chat que voulait choper Arya, tu vois. Le mettre au borgne. Ouais, ça se trouve, c'est lui, hein. Non, je sais pas c'est quoi la durée de vie des chats. Ça, faudrait que, je sais pas si les chats peuvent vivre jusqu'à, tu vois. Mais ça se trouve, c'est lui, hein, parce que on sait que c'est le chat pour chercher Arya, il était noir. Bon, après, on n'a pas tous les caractéristiques, je pense que un chat qui a 15 ans, c'est très vieux. Genre, c'est possible, mais je pense qu'il est très vieux. Ouais, en plus, on savait que justement, celui qui poursuivait Arya, il était très vif. Tu vois, il avait encore plein de réflexes et tout, elle avait du mal à attraper. C'était le chat qu'elle avait le plus de mal à attraper, en fait. Ouais. Mais il faisait un peu vieux Matouborgne, qui a de l'expérience, tu vois. Ah, peut-être, ouais. Non, peut-être que c'est le même, hein. Mais en cas où il paraît que c'est lui qui se dit, oui, je me suis toujours demandé ce qui lui est arrivé. Je sais pas trop pourquoi il a raconté cette histoire, en fait. Ouais. Genre, en mode, tu commences, oui, Rhaenys, elle avait un château. Pourquoi tu me racontes ça? Genre, on bat les couilles. Là, c'est enfermé, ça va être 4 jours, j'ai pas mangé, toi, tu me casses les couilles avec tout ça. Ah bon.
Lorsque Ned demande à Varys qui il sert véritablement, celui-ci répond qu'il sert le royaume et surtout, encore, qu'il souhaite la paix, ce qu'il jure sur sa virilité perdue. Donc, c'est bien vous savez. Mais bon, du coup, ce chapitre, ça qu'on n'a pas encore parlé, mais par rapport à Varys, ça nous fait poser énormément de questions, énormément, peut-être 2 ou 3, mais en vrai, c'est tout ce qui s'y rattache, parce que Varys, on sait il vient même pas de Westeros, en fait. On sait qu'il vient des cités libres. Donc pourquoi il chercherait la paix à Westeros? Comment il cherche la paix? Parce qu'on sait justement, en fait, quand il dit qu'il a cherché à préserver Robert durant ces 15 dernières années, on sait que c'était pour attendre que Daenerys et Viserys grandissent. Parce que, bon, Viserys maintenant est mort, mais je vois que les Targaryens grandissent pour qu'ils acquièrent une certaine, je sais pas, voilà, une certaine puissance, voilà, une certaine armée, n'importe quoi. Mais voilà, il voulait attendre que les enfants Targaryen grandissent et pourraient reprendre le royaume, d'après la conversation qu'on a compris avec Illyrio Mopatis. Et bon, c'est quelle paix qu'il veut et c'est quoi comment il cherche à protéger le royaume en remettant les Targaryens sur le trône. Ouais, quitte à refoutre un bordel au niveau des guerres, quoi. Franchement, Varys, c'est un peu compliqué parce que qu'est-ce qu'il veut, hein. Et on sait qu'en plus c'est bizarre parce qu'il a envoyé le message à Essos là, à Vesdotrak pour les assassins de Daenerys. Parce qu'on sait qu'il y a eu un assassin de Daenerys, on l'a vu hein, dans ce chapitre. Donc bon, s'il avait cherché à la protéger, il aurait pas fait se passer ce message, quoi. À moins qu'il soit tellement dans ce rôle qu'il se dit bon, je suis obligé de les faire passer, sinon je vais me faire gauler. Ouais, mais bon, je trouve qu'il avait largement moyen. Ça, il aurait pu l'envoyer à Illyrio Mopatis et dire à Illyrio, je sais pas, brûle cette lettre ou je sais pas quoi. Je sais pas, franchement, parce que genre il y a pas d'accusé de réception, tu vois, je sais pas. Et puis bon, je sais plus si on s'était déjà posé la question, sûrement, mais comment ça se fait parce qu'on a l'impression que s'il atteint le cachot là, je suis pas sûr qu'il soit autorisé à attendre dans le cachot. Donc sûrement qu'il a employé un des passages secrets, parce qu'on sait aussi qu'il a surpris la conversation entre Ned et Littlefinger. Donc il doit connaître les passages secrets du Donjon Rouge là, des passages secrets que justement Maegor le Cruel avait voulu cacher. Et comment ça se fait qu'ils sont en possession de ces passages secrets? Ouais, de la connaissance, sachant qu'ils ont juste été confiés sûrement aux Targaryens. Et que, enfin, Varys, il descend pas d'une famille qui connaît le Donjon Rouge depuis des années et des années, tu vois. Après, on sait pas d'où il vient, Varys, hein. Ouais. Mais bon, on se doute que bon, il connaît pas le Donjon Rouge depuis son enfance, quoi. Ouais. Parce que ça, on sait pas trop. On sait qu'il était déjà présent, et qu'il était déjà présent dans le conseil restreint de Aerys le Fou. Et que justement, Aerys devait lui faire assez confiance, puisque c'est Varys qui a conseillé à Aerys de laisser les portes fermées à Tywin Lannister, pendant que Maître Paisel, le conseil maintenant de mèche avec les Lannister, lui conseillait d'ouvrir les portes. Donc sûrement qu'il était déjà, depuis longtemps présent dans le conseil restreint de Aerys le Fou, hein. Mais après, depuis comment il est arrivé, tout ça, son passé, pour l'instant, il nous est assez mystérieux. T'as raison, Guillaume. Mais oui, chelou. Non, mais moi, je me pose vraiment la question, comment il connaît tous ces passages secrets, quoi. Comment, parce qu'on dit, Maegor le Cruel, il a tué tous les ouvriers pour que les secrets du Donjon Rouge restent chez les Targaryens. Mais est-ce que, par exemple, il y a des plans qui se transmettent? Est-ce que c'est à l'oral? Est-ce que, je veux dire, quand t'as 6 ans, on fait une visite. Envers tous les gens du Donjon Rouge, on dit, bon, il ne reste que moi et mon fils, et voilà, je vais les faire découvrir tous les passages. Le chapitre se termine par une question de Varys. Pourquoi la pire souffrance échoue-t-elle toujours aux innocents quand vous autres, grands seigneurs, vous vous amusez au jeu des trônes? Et si Ned n'avait pas envie que Sansa souffre, cela dépendait de lui et exclusivement de lui. Donc ça, c'est ce qu'on s'était un peu dit, je te rappelle, lors de la découverte du cadavre de Masha Idol. C'est celle qui tenait l'auberge du Carrefour. Ouais. Et on s'est dit, je crois qu'on s'est dit que genre... C'est eux qui trinquent en premier, quoi. Ouais. C'est vraiment on prend leurs ressources, c'est leurs terres qui sont dévastées. Voilà, même les villageois qui sont venus peindre leur cause et tout à Ned. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que quand il y a des guerres entre deux grandes maisons, c'est pas directement les terres des c'est pas leur forteresse, ouais. C'est pas leur forteresse et tout, les terres nobles qui sont attaquées, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et souvent, c'est des petits paysans, des petits trucs. C'est comme ça, ouais. Et bon, là, plus largement, c'est Sansa, quoi, qui est innocente dans ce... Innocente. Elle est comme la cafeta à Cersei, mais passons. Voilà, c'est une jeune fille, elle a rien à voir dans le conflit, et puis voilà, c'est elle qui trinque, quoi. Et c'est pas... Enfin, quoi qu'on ait dit trinque, là, hein. Et elle trinque vachement. Mais je veux dire, il y a beaucoup de dommages collatéraux.
C'est ça qui veut dire Varys. Donc voilà, on a terminé pour ce chapitre. On espère qu'il vous a plu. Voilà. L'année du printemps trompeur, le tournoi de Harrenhal. J'adore ce terme. On vous retrouve à la prochaine pour, je sais même plus, pour un chapitre de Catelyn, je crois. Ouais. Et s'ils veulent continuer l'aventure avec nous, oui, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et puis aimer ou commenter le podcast sur les différentes plateformes qui existent. À la prochaine. à la prochaine.